13h sur les antennes de Walf TV. Dans l'actualité de ce mardi, bras de fer entre le maire de Dakar et l'État du Sénégal. Le maire de Dakar, appuyé par son équipe municipale, ont procédé hier à la démolition de panneaux implantés à la place de l'Indépendance par des ouvriers mandatés par le ministre Diène Farba Sarr, ce qui a poussé le maire Khalifa Sall à tenir un vaste rassemblement ce matin à la place de l'Indépendance. La grève de faim des sortants de la FASTEF connaît une autre tournure, avec 14 nouveaux cas d'évacuation, dont 2 dans un état critique. Ces grévistes très déterminés à poursuivre le combat interpellent le président Macky Sall pour éviter le pire. Les huiliers du Saloum réclament la démission du ministre de l'Agriculture pour ces travailleurs. La campagne de commercialisation a échoué. À la gare routière de Touba, le ton se durcit davantage. Les chauffeurs comptent bouder la gare pour sillonner les rues de Touba, comme tous les transporteurs privés qui pratiquent le maraudage et la concurrence déloyale. À suivre donc tout de suite le développement de tous ces titres. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Guerre ouverte entre le maire de Dakar et l'État du Sénégal. L'édile de la ville de Dakar, à la tête d'une équipe d'adjoints et de maires de la commune et des jeunes, aurait procédé hier à la démolition. C'était vers 1h30 du matin de panneaux en bois implantés à la place de l'Indépendance par des ouvriers mandatés par le ministre du Renouveau urbain, Diène Farba Sarr. Khalifa Sall apprend-on à inviter à un vaste rassemblement ce matin à la place de l'Indépendance. Nous allons y revenir avec Omar Kairé qui est sur place. Parlons à présent de la grève de faim des sortants de la FASTEF. La situation s'empire avec 14 nouveaux cas d'évacuation, dont 2 dans un état critique. Ces grévistes, plus que jamais déterminés, ne comptent pas reculer d'un iota. Ils invitent d'ailleurs le chef de l'État à réagir pour éviter le pire. Leur porte-parole Alfousseni Keïta, joint au téléphone par Amamassi. Actuellement, la situation est très difficile, très critique même. Nous sommes à notre 14e évacuation. Les grévistes sont dans des situations très compliquées. Nous lançons un appel au président de la République de réagir, de prendre une décision ferme pour mettre fin à cette situation avant que le pire produise. Que nous sommes victimes. On ne peut pas comprendre dans la même promotion, qui ont les mêmes diplômes, qui ont la même formation, sortis à la même année, recruter un nombre et laisser l'autre partie. Cela est une injustice. L'équité soit rétablie dans le traitement de dossiers des sortants de la FASTEF. Et l'État n'a qu'à prendre ses engagements. Il y a 14 évacuations. Hier, il y avait 2 personnes qui ont été évacuées au niveau de l'hôpital Gaspard Camara qui étaient dans des situations très critiques. Ils ont rejoint le groupe hier tardivement dans la nuit, malgré le conseil des médecins. Nous, on est prêts à échanger, on est prêts à dialoguer avec les autorités. On a toujours dit que nos portes sont ouvertes, sont grandement ouvertes. Nous voulons dialoguer, mais dans des conditions très claires. Parce que si nous sommes là jusqu'à présent, l'État n'a pas respecté ses engagements. Le président de la République avait pris un engagement. Il avait instruit son ministre de l'Éducation à recruter tous les sortants de la FASTEF. Jusqu'à présent, cela n'est pas fait. Raison pour laquelle nous sommes là. Maintenant, nous voulons notre recrutement. Pas plus que ça. C'est possible, c'est pas impossible. C'est possible. Nous demandons qu'à être recrutés. 3 ans de chômage, c'est trop. Il n'est pas question d'arrêter la grève. On est prêt à tout, même s'il faut mourir. Les autorités n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Le porte-parole des étudiants de la FASTEF qui ont entamé et qui poursuivent donc leur grève de la faim. Gare routière de Touba, tous les tableaux affichent l'anarchie. Les chauffeurs comptent bouder la gare pour sillonner les rues de Touba, comme tous les transporteurs privés qui pratiquent le maraudage et la concurrence déloyale aux autres professionnels. Idika est le président du regroupement des chauffeurs de Touba. Il s'entretient ici avec Mamadou Maktar Sarr. Gare routière bi nag bu nu fi dikkee léegi dimanche la waxee ne nu fi ñëw
Le khalife général des Mourides nous avait donné l'ordre de venir ici à la gare routière. C'était un samedi. Et le dimanche, nous avons rejoint les lieux. Mais malheureusement, nous avons de sérieux problèmes avec les bus qui stationnent un peu partout à l'intérieur de la ville sainte pour prendre des clients. Actuellement, on ne peut plus travailler. La gare routière ne marche plus. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de les retrouver à l'intérieur de la ville et faire comme eux, prendre des clients. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ils nous jettent des pierres, parfois même ils nous mettent en mal avec le khalife général des Mourides. Mais cela ne passera pas. Nous sommes déterminés à en découdre avec ces transporteurs. Seul le khalife général peut nous donner l'ordre de retourner à la gare routière. Personne d'autre ne peut nous interdire de prendre des clients à l'intérieur de Touba. Nous sommes prêts à tout, quitte à y laisser nos vies. Dans le bassin arachidier où les huiliers exigent le départ du ministre de l'Agriculture, ces travailleurs en assemblée générale dénoncent l'échec de la présente campagne de commercialisation arachidière. Ils menacent même de sanctionner le régime du président Macky Sall si la filière n'est pas sauvée, nous dit Amadou Limbaye dans cette correspondance. Les huiliers de la capitale du Saloum réclament la tête du ministre de l'Agriculture après l'échec constaté dans la campagne de commercialisation arachidière. Actuellement, nous demandons le départ du ministre de l'Agriculture. Ça c'est clair. Il est incompétent. Il est incompétent, puisqu'on ne peut pas dire à des huiliers de concurrencer quand même des gens qui sont là, des spéculateurs. Ministre de l'Agriculture qui ne connaît pas aujourd'hui que la Sud-Nord appartient à l'État, vraiment c'est grave. Nous l'avons dit et nous le réitérons ici et nous sommes fermes là-dessus. Et nous avons même emprunté ce que a dit Idrissa Seck, jusqu'à l'extinction du soleil, la campagne n'a pas atteint 1 200 000 tonnes. Ce chiffre est inexistant et illusoire. L'Indiane n'a jamais connu une situation aussi catastrophique. Une année blanche. Parce qu'on va inexorablement vers une année blanche. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Ces huiliers affiliés au syndicat national des travailleurs des industries du corps gras menacent de sanctionner le régime de Macky Sall en 2017 si solution n'est pas trouvée pour sauver la filière. C'est un mot d'ordre qui sera donné ici. Si on n'a pas de graines, si on n'a pas de graines, il faut dire bye bye pour la paire aussi dans le Saloum, ça c'est clair. Les huiliers sont partout. On va donner un mot d'ordre à tous les huiliers de sanctionner la paire de Macky Sall. Ça c'est clair. Falco, yaakaaruñu dara lu dul Macky ñëw kapoot ñu. Li mooy 10 atu. Macky def ñoo 10 atu. Fan lañ yaakaar mooy Sonacos ak suñu or. Léegi nag dara doxatu fi. Ku xëy yaa ngi tedd. Avec cette situation, c'est des centaines d'emplois qui sont menacés selon les huiliers qui craignent une pauvreté accrue dans le monde rural. Amadou Limbaye à Kaolack, Walfadjri. Amadou Limbaye, à l'instar des huiliers du bassin arachidier, les producteurs de pommes de terre eux aussi se disent trahis par les autorités. L'importation gelée depuis le 25 janvier. L'État continue de délivrer des quotas selon eux. Conséquence, les pommes de terre restent invendues pour les producteurs locaux. Le point avec Najib Sania. La saison des pommes de terre a démarré au Sénégal, mais les producteurs ont du mal à écouler leurs produits. Pourtant, le gouvernement avait interdit depuis le 25 janvier 2016 l'exportation des pommes de terre importées. À Dakar, précisément à la rue Rafanel, les camions continuent de déverser des pommes de terre importées chez les grossistes. L'État a en même temps donné des quotas aux importateurs qui continuent d'envahir le marché. Il faut que l'État aide les producteurs locaux. Ils ne peuvent pas prendre des mesures et donner en même temps des quotas aux importateurs qui envahissent le marché d'oignons importés. Cela est vraiment aberrant. À Thiaroye, c'est le même phénomène qui est produit. Pourtant, 2 camions de pommes de terre locales sont arrivés de Banne. Cela vient de Banne. C'est un produit des Indiens qui cultivent bien au Sénégal. L'oignon local arrive en masse, mais se trouve confronté à un problème d'écoulement. Pourtant, l'oignon local est meilleur pour le consommateur. Notre pomme de terre est la meilleure. Et pourtant, ce sont les importés qui font la loi dans le marché. Les produits sont là
et risque de ne pas être vendu à cause des pommes de terre importées. Les producteurs de Niayes, eux, interpellent les autorités. Il y a suffisamment de pommes de terre pour ravitailler tout le marché local. Et jamais ils ne se laisseront faire. Il faudrait que l'État freine les importations le temps que nous écoulons les nôtres. On laisse les producteurs envahir nos marchés de pommes de terre importés alors que les pommes de terre locales ne se vendent pas du tout. Alors, que fait l'État dans tout cela? Ce sont des producteurs locaux. Il faudrait alors qu'on les aide. L'État doit mettre en application l'interdiction du 25 janvier 2015 afin de permettre aux producteurs locaux de vendre leurs pommes de terre. Rufus Neissagna, télévision Walfadjri. La population de Dékelé, dans la région de Louga, réclame l'extension du réseau électrique pour sortir leur localité des ténèbres. Par ailleurs, elles exigent de l'emploi pour les jeunes et plus de considération pour cette cité religieuse. Les vœux ont été formulés lors de la ziara annuelle de la localité. Suivons cette correspondance à Chigna. Derlepeul est une localité religieuse qui se trouve à 1 km à vol d'oiseau de Sagataguet, département de Kébémer, dans la région de Louga. Une localité en pleine extension sur le plan démographique avec la création de nouveaux quartiers. C'est pourquoi le réseau électrique a du mal à desservir tout le village. On a quand même quelques doléances, surtout l'extension de l'électricité. Parce que, comme nous le disons, le village est magna. Le village a connu des extensions avec la création de nouveaux quartiers. Nous réclamons la pose de poteaux électriques supplémentaires. Monsieur le maire, constitué essentiellement de peuples qui vivent de l'élevage et de l'agriculture, Derlé connaît des vagues de départ des jeunes dues à l'exode rural ou à l'immigration. Pourtant, beaucoup de jeunes ont des parchemins qui peuvent les ouvrir les portes d'un emploi rémunéré. C'est pourquoi ces jeunes réclament des financements et de l'emploi. On a aussi des diplômés ñoo xamné dañoo jàng ba am seen diplôme tok fi. Donc dañoo bëggoon ñooñu aussi ñu leen di tenir en compte. En tout cas, suñuy jël ay nit pour ñu liggéey. Le village compte des diplômés. Nous voulons qu'ils soient pris en compte pour les recrutements chez les jeunes comme chez les femmes. Donc bëgg nañu suñuy jël fofu ñuy recruter ñoo xamné dañuy liggéey bëgg nañu aussi ñu gestu Derlé boole ko ci. Chaque année, ces cités religieuses organisent un gamou, une occasion pour le village de connaître des pics d'affluence, d'où l'urgence d'une assistance en vivres, des doléances exprimées, mais qui sont souvent tombées dans l'oreille d'un sourd. Parfois, le village connaît des affluences records. Ces nombreuses personnes ont besoin d'aide alimentaire. Nous avons adressé des correspondances, mais en vain. Mais finalement, Louga, Achilnian, Radio-Télévision Walfadjri. Rebondissons sur les caricatures contre le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Le marabout Serigne Mamor Mbacké dénonce et pense que c'est un piège pour seulement diaboliser l'islam. Il a fait savoir à Thiaroye Gare en marge d'une visite chez Serigne Ahmadou Diop. Il a aussi appelé l'État à accompagner les Dara. Voici Serigne Mamor Mbacké, interrogé par Théodore Semilo. Serigne Touba est pour tous les musulmans et qui est un homme de Dieu, des gens vont parfois le dénigrer sans raison. Cela nous fait mal ce que le journal a fait. Nous saluons le soutien de toutes les familles religieuses, mais cette affaire peut être un piège pour inciter le musulman à réagir négativement dans le but de dénigrer l'islam. C'est pourquoi je demande aux gens de faire attention. Pour la modernisation des Dara, nous voulons que l'État nous soutienne dans notre propre forme d'organisation.
Sur cette même lancée, après Dakar et Touba, c'est au tour des étudiants mourides de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de s'indigner contre la caricature de Serigne Touba par Jeune Afrique. Les étudiants vont porter plainte contre la justice française et devant la justice française et comptent même saisir l'Union africaine. Birama Ndiaye a fait un tour à l'université. Voici son reportage. Les étudiants mourides ont tenu à manifester leur indignation contre la caricature faite à Serigne Touba. Regroupés devant le pavillon A, ces étudiants comptent déposer une plainte devant la justice française. On va déposer une plainte qui sera soumise à la justice française sous couvert de la voie hiérarchique comme suit. Nous allons déposer une plainte pour attaque, diffamation, accusation, blasphème et racisme auprès du ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Cette plainte sera diligentée avec le ministre de la Justice sénégalaise puis avec la justice française. Dans la foulée, ces étudiants ont réclamé la défection du ministre de la Justice dans le gouvernement. Tous les mourides doivent demander la démission. Tous les musulmans aussi doivent demander la démission de ce ministre. Le ministre de la Justice, Sidi Kakaba. Je pense que si monsieur le ministre Sidi Kakaba n'est pas démis de ses fonctions, nous pensons que toujours l'État est là-dedans. L'État est complice de ces caricatures et de ces dérives. Déterminés à se faire entendre, les étudiants mourides inscrivent dans leur ordre de bataille la saisine de l'Union africaine. Suite à la caricature de Cheikh Ahmadou Bamba, une frange de la communauté mouride ne veut même pas du magazine Jeune Afrique en photo. Seulement, le nouveau numéro paru ce lundi a occupé presque toutes les kiosques et la clientèle ne s'est fait pas désirer au moment où les vendeurs fuient les caméras tendues par Mom Antandour et Pam Moudoufaï. Plus jamais Jeune Afrique dans les kiosques. C'est ce que réclame la communauté mouride après la caricature de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce lundi, le nouveau numéro du magazine d'information qu'un paru s'est tout de même commercialisé comme de petits pains, d'après ce vendeur. Propos que certains vendeurs de journaux n'ont pas voulu tenir face à la caméra. Le sujet reste sensible, nous ont-ils fait savoir. Les lecteurs que nous avons interpellés n'ont pas voulu se prononcer. Le magazine d'information Jeune Afrique continue tout de même à piluler dans les rues de Dakar chez les vendeurs de journaux. Un bref week-end macabre dans la région de Matam. Des talibés qui ont quitté Dara Alaïbé dans le département de Podor qui se rendaient à Woladabéry dans le département de Kanel. 3 d'entre eux ont trouvé la mort sur le coup, tandis que le 4e a rendu l'âme et à l'hôpital Urosogui et plusieurs blessés graves dénombrés dans cet accident où le véhicule voulait éviter une moto Jakarta. Khalif Li, fils du Khalif Thierno Nouroli de Dara Alaïbé, et a trouvé la mort hier. C'était une voiture de la direction de la construction du ministère de l'Intérieur qui a fait des tonneaux à 30 km de Ranérou avec un mort et des blessés graves. Véhicule qui était conduit par un sapeur-pompier. Une information qui vient de nous parvenir, la source, c'est Aboukan, notre correspondant sur place. Voilà qui met fin en terme à cette édition, dont je vais vous rappeler les principaux titres.
Du Sénégal, le maire de Dakar, appuyé par son équipe municipale, ont procédé hier à la démolition de panneaux implantés à la place de l'Indépendance par des ouvriers mandatés par le ministère Diène Farba Sarr, ce qui a d'ailleurs poussé Khalifa Sall à tenir un vaste rassemblement ce matin à la place de l'Indépendance. La grève de faim des sortants de la FASTEF connaît une autre tournure. 14 nouveaux cas d'évacuation, dont 2 dans un état critique. Ces grévistes très déterminés à poursuivre le combat interpellent le président Macky Sall pour éviter le pire. Les huiliers du Saloum réclament la démission du ministre de l'Agriculture. Pour ces travailleurs, la campagne de commercialisation arachidière a échoué. Week-end macabre dans la région de Matam, des talibés qui ont quitté Dara Alaïbey dans le département de Podor qui se rendaient à Ouadarabé dans le département. Donc plusieurs d'entre eux ont trouvé la mort. Voilà, donc un grand merci à Adjaratou Penda Dialogué du côté technique et à Ramatoulaye Sall Diop. Merci également à Ousmane Sen, coin esthétique. Merci à Abidour. La suite de votre programme sur Walf TV avec le magazine de la rédaction présenté de l'autre côté par Maman Tandour. Merci d'avoir suivi, votre fidélité, notre fierté. Bienvenue à toutes et à tous, mercredi ou bien même mardi 2 février 2016, il est exactement 13h22, merci à Fatou Diouf pour le journal de 13h et nous passons à la deuxième dernière partie de cette édition d'information que nous allons démarrer avec la page internationale. Vous aurez également le reportage du jour et puis l'invité sport de ce mardi, Elhadj Baracham, président de la Ligue d'athlétisme de Dakar. Et pour finir ce magazine d'information, nous allons passer à la revue de la presse nationale présentée par Ousmane Sen. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec la page internationale qui nous mène en Amérique où nous allons parler des primaires. Le sénateur Ted Cruz a été proclamé donc vainqueur de l'Iowa chez les Républicains. Il a recueilli 28% des suffrages. La page internationale, la synthèse est signée Ramatoulaye Sarr. Américaine, le sénateur du Texas, Ted Cruz, a été proclamé ce lundi 1er février vainqueur du caucus de l'Iowa chez les Républicains, recueillant 28% des suffrages sur la base de la quasi-totalité des résultats. Il devance ainsi le milliardaire Donald Trump, 24%, suivi du sénateur de Floride, Marco Rubio, 23%. Cependant, Hillary Clinton revendique la victoire côté démocrate au terme d'une bataille serrée face à Bernie Sanders. Au Moyen-Orient, le gouvernement israélien a approuvé dimanche la création d'un espace de prière mixte au mur des Lamentations à Jérusalem pour les non-orthodoxes. Les juifs ultra-conservateurs crient au scandale. Selon la loi juive, les femmes n'ont pas le droit de porter un talit, un châle de prière, de porter une kippa, de tenir en main une Torah, encore moins de lire à haute voix les textes sacrés. Cette pratique est uniquement réservée aux hommes. Elles avaient le droit de prier, mais à l'écart et en silence. Pour les mouvements libéraux, c'est une victoire. C'est dire que l'État reconnaît la pleine égalité des femmes sur le cotel mur des Lamentations. Et puis, procès de l'ancien président ivoirien devant la Cour pénale internationale. Au 3e jour, la défense. Après avoir plaidé non coupable à l'ouverture, l'avocat de Laurent Gbagbo a accusé Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, de s'être emparé du pouvoir par la force et avec l'aide de la France. Alassane Ouattara a fait savoir l'avocat et ses soutiens voulaient se saisir du pouvoir par la force et la bataille d'Abidjan et la mise en œuvre de cette stratégie. Emmanuel Alti, avocat de Laurent Gbagbo, lors d'une audience publique à La Haye. Et puis procès de l'ancien président ivoirien devant la Cour pénale internationale. Au 3e jour, la défense sort ses griffes. Après avoir plaidé non coupable à l'ouverture, l'avocat de Laurent Gbagbo a accusé Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, de s'être emparé du pouvoir par la force et avec l'aide de la France.
Alassane Ouattara cite l'avocat et ses soutiens voulaient se saisir du pouvoir par la force et la bataille d'Abidjan et la mise en œuvre de cette stratégie. Dixit Emmanuel Alti lors d'une audience publique à La Haye. Après la page internationale signée Ramatoulaye Sarr, passons à présent au reportage du jour avec les populations de la zone d'aménagement concerté de Mbao qui souffrent le martyre avec l'insécurité et l'insalubrité qui affectent leur localité. Elles réclament la construction d'un poste de police et la mise en place de canalisation. Le point, c'est avec Théodore Semedo. Insécurité à la zone d'aménagement concerté de Mbao. Avec un manque criard d'éclairage public, les populations réclament l'érection d'un poste de police. C'est la sécurité. La zone de Zac Mbao n'a pas aujourd'hui un poste de police ni un commissariat de police. D'où le problème de la sécurité s'impose. Nous avions une ou deux rues éclairées à l'intérieur de la ZAC. Aujourd'hui, malheureusement, ces rues ne sont plus éclairées et ceci incombe particulièrement à nos autorités. L'assainissement, les inondations, l'éducation, entre autres, préoccupent également ces populations. La ZAC de Mbao est constituée et assise sur une nappe phréatique qui, pendant les mois pluvieux, la nappe est à fleur de peau. Donc nous avons un problème d'égout. Nous soumettons ce problème-là à monsieur le maire. Par ricochet, monsieur le ministre des Infrastructures. Nous n'avons pas aujourd'hui un lycée dans la ZAC de Mbao. Et il se trouve que aujourd'hui, on commence à avoir des effectifs pléthoriques. Un lycée est devenu une nécessité absolue aujourd'hui dans la ZAC de Mbao. Avec ses 22 quartiers, la ZAC de Mbao, 6 dans la commune de Mbao, semble aujourd'hui être laissée en rade par les autorités, en plus de son enclavement qui rend presque inaccessible les zones d'habitation. Théodore Semedo, Mbao, Walfadjri. Merci à vous. Toutes nos excuses pour cette interruption. Et puis, merci beaucoup. Juste après le reportage de Théodore Semedo, nous allons passer à l'invité de la rédaction. Comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, nous recevons aujourd'hui Elhadj Bara Thiam. Il est le président de la Ligue de Dakar, de la Ligue d'athlétisme de Dakar. Il est présent sur le plateau. Bonjour, Elhadj Bara Thiam. Bonjour, Anta. Bienvenue. Merci à vous aussi. Voilà, donc Monsieur Thiam, Dakar ne dispose que de 2 pistes. Côté athlétisme, le stadium Marius Ndiaye est impraticable. C'est ce que vous avez annoncé lors d'un entretien avec le quotidien national Le Soleil, paru sur son site. Et donc là, vous avez déploré cela. Dites-nous d'abord ce qui ne marche pas avec le stadium Marius Ndiaye. Ok, donc Iba Mar Diop, voilà, c'est ça. Donc il y a des problèmes au niveau des stades. Ce n'est pas seulement Dakar, c'est dans l'ensemble du pays. Mais le problème le plus crucial reste le stade Iba Mar Diop, où la piste est impraticable. Ça, je dis franchement, la piste est impraticable. Actuellement, les athlètes sont en train de s'entraîner au niveau de Léopold Sédar Senghor, du stade Léopold Sédar Senghor, qui reste le seul stade fonctionnel de Dakar. Je dis, c'est à part Iba Mar et Léopold, il n'y a pas d'autre stade ici au Sénégal qui peut accueillir une grande compétition, une compétition de grande envergure. Il n'y a que 2 pistes. Il y a que 2 pistes à Dakar. À Dakar. Dans les autres régions, il y a des pistes, mais je dis c'est des pistes de 6 couloirs, c'est des pistes de 8 couloirs qui ne peuvent pas accueillir, qui ne respectent pas les normes pour accueillir des compétitions de grande envergure. D'où la nécessité, je dis à chaque fois, je lance un appel pour qu'on refasse la piste de Iba Mar Diop, parce que c'est une piste qui est très importante pour l'athlétisme, c'est une piste qui est très importante pour le sport au Sénégal, donc d'où la nécessité de vraiment refaire cette piste-là. C'est une urgence, c'est même, je dirais, une exigence. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de jeunes qui gravitent autour et qui sont obligés de se déplacer
vers Léopold Sédar Senghor. Vous n'êtes pas sans savoir que ces temps-ci, il y a énormément de travaux autour, donc avec l'échangeur des parcelles qui est en train d'être fait. Donc l'accès à Léopold Sédar Senghor est très difficile, ce qui ne milite pas à la promotion du sport. Vous avez évoqué ce problème d'accès qui est difficile, vous l'avez dit. Léopold Sédar Senghor, votre seul recours, mais dites-nous, certains acteurs déplorent également l'insalubrité notée sur la piste de Léopold Sédar Senghor. Ah oui, c'est un problème d'entretien des infrastructures. Moi, j'ai eu l'habitude de le dire à chaque fois que l'occasion m'en a fait. Donc, il faut entretenir les infrastructures. Il ne suffit pas de mettre une piste à Dakar. Il faut l'entretien. La piste de Ibamar ne date pas très longtemps. Donc, sa durée de vie n'est même pas encore épuisée. C'est un problème d'entretien qui a fait défaut. Moi, lorsque je suis venu, je me suis démené un peu pour essayer de rattraper l'état de la piste. Mais c'était peine perdue parce qu'il y avait un manque d'eau criard au niveau du stade parce qu'il n'y avait pas de pression. À Ibamar. Il n'y avait pas de pression. Donc, quand j'ai approché le directeur du stade, donc, il m'a fait comprendre qu'effectivement, il y a un problème de pression au niveau du stade Ibamar. Alors que l'entretien revient au directeur du stade. Donc, il ne pouvait rien faire. Je me suis rabattu sur les sapeurs-pompiers, mais tu sais, avec les problèmes administratifs et tout, c'était pas possible d'avoir de l'eau pour au moins arroser la piste. Donc, c'était un problème d'entretien. Toujours sur les problèmes, celle de Léopold Sédar Senghor. On a évoqué le problème d'insalubrité. Mais est-ce que la piste de Léopold Sédar Senghor répond aux normes internationales requises? Oui, heureusement qu'on a une piste fonctionnelle. Sinon, on n'organiserait plus de compétition ici au Sénégal. Tenez-vous bien, le Sénégal est le premier pays qui a organisé les championnats d'Afrique en 1979. En 1982, c'était la deuxième organisation où le Sénégal s'est classé deuxième sur le plan africain, derrière le Kenya. Donc c'est un pays d'athlétisme, c'est un pays de sport. Il y avait un éminent ministre qui avait l'habitude de dire que le Sénégal est un pays de sportifs et non de sport. Je commence à le croire parce qu'il faut que vraiment les autorités prennent au sérieux le problème du stade de la piste de Ibamar. Sinon, on risque de perdre beaucoup de potentiel, beaucoup de jeunes qui seront voués à la déperdition. Ça, je vous le dis. Ok. Et face à ces conditions, comment est-ce que la Ligue de Dakar compte remettre cette discipline sur les rails? Voilà, très bien. Donc, comme je dis, la Ligue de Dakar, nous n'allons pas baisser les bras. Hein. Ça, je vous dis, j'ai eu à le dire. Bien vrai que les problèmes sont énormes, l'ambition est grandiose, mais nous n'allons pas baisser les bras. À l'entame de chaque année, nous mettons sur pied un plan programme qui reprend plus de 26 compétitions au niveau de Dakar. Uniquement, je ne parle même pas des autres régions. Donc, en collaboration avec la Fédération sénégalaise, donc nous permettons à nos athlètes de compétir. Pourquoi? Parce qu'il y a des échéances futures auxquelles ils vont participer. Parce que le Sénégal est très bien représenté, je dis, sur le plan africain, c'est un pays d'athlétisme. Donc il faut que l'on mette nos athlètes dans des conditions de performance. Et s'ils ne compétissent pas, ils ne seront pas performants. Donc une fois d'or, en Afrique ou sur le plan international, ils ne pourront pas rivaliser avec les autres athlètes des autres pays qui ont des conditions meilleures. C'est pourquoi nous, on ne baisse pas les bras, on crie, on parle, mais tout en travaillant. Concrètement, ce que vous faites? Oui, ce que l'on fait, c'est que depuis pratiquement 3 à 4 mois, les athlètes sont en train de se préparer physiquement, ce qu'on appelle la préparation physique générale. Donc ils partent des plages, ensuite ils rejoignent la piste. C'est la deuxième compétition qu'on organise au début et chaque week-end on organise des compétitions. Donc on a mis un programme d'ici mois de juin, c'est-à-dire les championnats d'Afrique. Donc chaque week-end on organise des compétitions. Même les mercredis, on a ciblé pratiquement une vingtaine de mercredis que l'on organise et qui seront réservés à la petite catégorie pour leur permettre d'assurer la relève aussi. Mais il y a un manque criard d'infrastructures. Toujours par rapport aux difficultés, notamment à la banlieue, à Rufisque, selon certains acteurs, les athlètes s'entraînent à même le sol, sur le sable mouvant. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce que la Ligue se bat-elle pour mettre à la disposition de ces athlètes des surfaces? Oui, bon, c'est ce qu'on est en train de faire. Guédiawaye, Pikine, Rufisque font partie de la Ligue de Dakar et il y a d'éminents, je les salue au passage, d'éminents techniciens qui sont en train d'user des pieds et des mains pour former des athlètes. Donc je pense qu'il faut les encourager. Regardez la piste où s'entraîne Saltigué, la piste de Rufisque. C'est un cendré. Et malgré tout cela, il arrive à former des demi-fondeurs.
Quand tu les vois dans les compétitions de Dakar, tu sais que là, il y a une volonté de l'athlète, mais il y a aussi un grand technicien derrière, parce que les conditions d'entraînement ne sont pas réunies. Ils ne sont pas payés, il n'y a aucune motivation. Les athlètes s'entraînent à même le sol dans un stade où ils partagent avec le football et la course hippique. Donc il faut qu'ils aménagent des heures pour pouvoir courir, ne pas coïncider avec la course des chevaux et tout. Donc c'est énormément de problèmes et malgré tout ça, ils arrivent à former des champions. C'est le même cas au niveau du stade Iba Mar, du stade Amadou Barry de Guédiawaye. J'ai eu le président avant-hier. Il m'a dit qu'il a plus de 800 jeunes qui viennent des écoles et de la mairie. Mais il ne peut pas les prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les capacités financières de les encadrer. Imaginez 800 jeunes qui se trouvent au niveau de Guédiawaye, Pikine, Wakhinane, qu'il doit canaliser. Mais, vous voyez la piste d'Iba Mar, c'est en réflexion, mais il n'y a pas encore de piste. Alors que dans le programme, il était prévu une piste. Imaginez-vous combien de jeunes on pourra canaliser qui ne seront pas versés dans la déperdition ni dans les agressions et autres. Donc, il y a énormément d'efforts à faire. Alors, comment faire pour relever le pari du développement? Oui, je dis, ça c'est un pari personnel, c'est un engagement personnel que tout un chacun doit prendre. Quand on milite dans le secteur du sport, donc il y a des concessions qu'il faut faire, c'est une question d'engagement et tout. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Donc, c'est ce qu'on a compris très tôt. Depuis l'année dernière, on se bat pour ne pas dépendre trop de l'État. Donc, il y a une subvention qu'on reçoit de la fédération, mais aussi on est en train de voir avec les différents sponsors qui nous ont accompagnés l'année dernière, qui nous ont accompagnés l'année d'avant, qui sont en train aujourd'hui de nous accompagner et on compte sur eux. Donc, la majeure partie de nos fonds viennent, je dis, à 90% des sponsors. Aujourd'hui, on a un budget qui avoisine les 20 millions. Donc, rien que pour la région de Dakar, compte tenu des autres régions qui vont organiser aussi leurs compétitions pratiquement tous les week-ends. Il y a la Ligue de Saint-Louis qui fonctionne très bien, il y a la Ligue de Kolda qui fonctionne très bien, il y a la Ligue de Diourbel, pour ne citer que cela. Donc, toutes ces ligues confondues forment la fédération, ce qui veut dire que dans l'ensemble du territoire, on est en train d'organiser énormément de compétitions et la finalité, c'est d'aller au championnat d'Afrique, rapporter des médailles pour le Sénégal, gage d'une stabilité sociale. Vous espérez donc remporter des médailles dans ces conditions? Ah oui, non seulement les conditions ne sont pas bonnes, mais je dis, le Sénégal, c'est un pays de sportifs. Parce que non seulement nous avons les prédispositions et les techniciens valables qui sont sortis de l'INSEPS, qui ont un background très fourni, et qui sont capables de former des athlètes. Tu sais, toutes les médailles qu'on a glanées depuis 1979 jusqu'à présent, pratiquement les formateurs, ceux qui étaient au cœur de l'action, ils sont toujours là. Les jeunes sont là, le Sénégal a un potentiel, 60% sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc c'est un potentiel énorme. Ce qui manque, c'est les infrastructures. Mais ça ne va pas nous freiner. Nous sommes un pays d'athlétisme. De laisser pourrir compte tenu du passé, de l'histoire de l'athlétisme, du sport de manière générale que le Sénégal a acquis. On n'a pas le droit de baisser les bras et de laisser pourrir. Et dit, on a été classé deuxième en 82 derrière le Kenya. Il n'y avait que le Kenya qui était plus performant que le Sénégal sur le plan africain. Aujourd'hui, on a été dépassé par la Côte d'Ivoire, on a été dépassé par l'Afrique du Sud, on a été dépassé par l'Algérie, on a été dépassé par le Maroc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une prise de conscience de la place du sport au Sénégal. Voilà, nous allons avancer en parlant donc de la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui compte organiser un meeting à Diourbel. Nous allons aussi évoquer le meeting international de Dakar qui se prépare normalement, qui aura lieu le 25 mai 2016. Mais par rapport à ce meeting d'athlétisme qu'organise la Fédération sénégalaise d'athlétisme le 4 avril prochain, l'objectif donc c'est de donner un nouveau souffle à cette discipline en se basant sur donc, la petite catégorie avec les cadets et les juniors. Pensez-vous que ce soit la seule solution pour donner un nouveau souffle à cette discipline? Évidemment, ce n'est pas la seule solution, mais c'est une solution très motivante parce qu'on te dit dans un sport, quand il n'y a pas la relève, quand les gens n'arrivent pas à assurer la relève, c'est un sport qui est voué à la déperdition. C'est pourquoi nous, on l'a compris, raison pour laquelle à Dakar et dans les autres régions aussi, on est en train d'encourager les jeunes. Parce que le fait d'organiser un meeting à Diourbel, il y aura un impact très très positif sur les jeunes parce que toutes les régions vont rallier Diourbel et ce sera une fête, l'apothéose, où les jeunes
vont être en contact direct avec les grands techniciens, les formateurs et les dirigeants pour s'enquérir un peu de leurs problèmes et leur sensibiliser un peu sur les grandes compétitions. Donc d'habitude c'est Dakar qui organisait les meetings et tout, mais depuis un certain temps on a commencé à décentraliser parce qu'il y a Kolda qui organise un meeting, il y a Diourbel, il y a Djilor qui a l'habitude aussi d'organiser un meeting. Donc tout ça c'est dans le cadre de la politique de décentralisation, donc qu'a mené la direction technique ainsi que la fédération pour permettre à nos jeunes aussi d'être plus en contact avec ce qui les dirige. D'accord, nous allons toujours parler de ce meeting international. Je l'ai annoncé tout à l'heure que Dakar compte organiser le 25 mai 2016. Mais avec le départ de l'ex-président, donc le départ de Lamine Diack à la tête de l'I2AF, est-ce que Dakar serait dans la disponibilité, donc dans la possibilité d'organiser national? Est-ce que Dakar ne risque pas de perdre l'organisation de ce meeting? Ah non, loin de là, on ne va pas perdre. Au contraire, on va tendre d'ailleurs vers la Diamond League parce que il suffit de réussir le pari de l'organisation au niveau du meeting World Challenge. Même avec ces manquements notés. Bon, j'avais dit tout à l'heure que le stade Léopold est fonctionnel. Donc c'est là-bas que l'on organise le meeting international de Dakar. Donc c'est un meeting World Challenge. Il faut voir que dans le monde, il y a 14 meetings World Challenge et 15 meetings Diamond League. Ce qui fait 29 compétitions sur le plan mondial. Il n'y en a que 2 qui sont organisées en Afrique. 2 meetings World Challenge. Le premier est organisé à Dakar, l'autre au Maroc. Donc ça c'est un potentiel énorme que le Sénégal a, donc qu'on ne peut pas on est en train de l'exploiter, mais on ne peut pas se donner la permission de le perdre. Mais il y a toujours eu des couacs, Monsieur Thiam, avec donc la mobilisation. C'est la mobilisation parfois qui fait défaut. Le financement également fait défaut. Est-ce que les meetings internationaux mobilisent des athlètes de renom? Ah oui, cette année, ça n'aurait pas été la coïncidence avec les championnats nationaux qui s'organisent au Jamaïque. Vous savez, au Jamaïque, chaque année, il y a des championnats nationaux qui organisent. Et tous leurs athlètes ne compétissent nulle part qu'en Jamaïque. Donc ça, c'est une politique fédérale, c'est une politique nationale que l'État jamaïcain a imposée à ses athlètes, où qu'ils se trouvent partout dans le monde, de revenir au pays et de compétir sous les couleurs nationales. Ça, le Sénégal devrait copier sur la Jamaïque est connue à travers le monde, à travers l'athlétisme. Ça, il faut le comprendre. Donc, ça joue un rôle très important. Donc, pourquoi on n'a pas Bolt cette année? C'est à cause de ces compétitions-là. Sinon, on était dans les démarches pour le faire venir. Si on réussit cette année le pari de l'organisation, je suis sûr que la prochaine édition, Bolt pourrait être là si on parvient à être d'accord. En 2014, le meeting a été reporté. Oui, ça a été reporté compte tenu de plusieurs facteurs. Comme vous savez, j'ai dit, il faut que les autorités, il faut que nos partenaires comprennent l'importance du sport dans le Sénégal, au niveau du Sénégal, et l'importance de l'athlétisme. Nous sommes un pays d'athlétisme. Ça, il faut le comprendre. Le record de France a été battu ici au Sénégal, au lycée Vanvo. Donc ça, c'est des faits. Les Jeux de l'amitié ont été organisés ici, en 63. Donc nous avons un background, nous avons un vécu. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Maintenant, il faut que l'autorité, il faut que les gens qui gravitent autour comprennent la place du non seulement dans le monde sur le plan géographique, parce que nous sommes à la porte de l'Afrique. Je me rappelle, quand De Gaulle venait ici vers les années 60, il a dit « Je peux donner l'indépendance aux autres pays, mais faites en sorte que le Sénégal n'accepte pas l'indépendance. » Pourquoi il a dit ça? Ça donne matière à réfléchir. Pourquoi? Parce que nous occupons une place très importante sur le plan géographique et sur le plan international aussi. Nous sommes connus de tous à travers le sport, à travers d'autres secteurs. Donc, c'est ce que les autorités doivent comprendre et prendre ce sport à bras le corps. Parce que le sport est un gage de paix sociale. Le sport est un gage de développement. Le sport est un gage de sécurité sociale. Donc, tous ces jeunes qui gravent ici, on a une population qui est à majorité jeune. Il faut canaliser ces jeunes, sinon ils peuvent emporter des chemins qui ne sont pas des meilleurs. Vous avez évoqué le cas de la Jamaïque tout à l'heure. Il y a également des athlètes sénégalais qui compétissent donc sur le niveau, voilà, à l'étranger, alors que le Sénégal a besoin donc de ses fils pour compétir. Voilà, ça aussi c'est un problème. Donc c'est ce que moi j'appelle, je l'appelle pas la fuite des capitaux ni la fuite des cerveaux, mais je l'appelle la fuite des jeunes, la fuite de nos athlètes. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Ah oui, ils sont en train de signer des licences en France, aux États-Unis, dans les restes du monde. Pourquoi? Parce qu'ici au Sénégal les conditions ne sont pas réunies. La majeure partie de nos athlètes sur qui nous comptons pour des médailles sont actuellement en Europe.
Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas ici au Sénégal les conditions d'entraînement. Parce qu'ils savent que s'ils restent, ils ont des capacités, ils ont des potentiels. Parce qu'ils ont travaillé pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans pour en arriver à un certain niveau. Il n'y a pas l'esprit patriotique. S'il y a l'esprit patriotique qui les anime, moi je ne les condamne pas trop. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, c'est un patrimoine national. C'est l'État qui doit le prendre en charge. Même la fédération ne peut plus les prendre en charge. Parce qu'au début, il y avait des stages de formation, il y avait la bourse olympique, il y avait la coopération française qui permettait à nos athlètes de compétir au niveau international, au niveau de faire des stages. Tout cela a disparu. Le plan de relance qui permettait d'envoyer nos athlètes en stage pour qu'ils rivalisent avec les autres athlètes africains et internationaux, parce que c'est avec eux qu'ils vont se rivaliser au niveau des championnats d'Afrique ou bien des Jeux africains ou même des Jeux olympiques. Donc actuellement, ils n'ont plus cette possibilité au Sénégal, c'est pourquoi ils s'expatrient vers la France, vers les autres pays, parce que là-bas les conditions sont réunies, ils ont une bonne piste, ils s'entraînent régulièrement, ils ont au moins le minimum pour pouvoir aspirer à des performances. Sinon, s'ils restent ici, ils vont régresser de jour en jour. Ils vont régresser. D'où la question de la baisse du niveau de nos athlètes. Certains acteurs déplorent donc la baisse du niveau de nos athlètes. Vous partagez cet avis, non? Oui, je le partage et à juste raison. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il faut voir d'où vient le problème. C'est pas parce que ça baisse qu'on voit le résultat. Il faut voir les causes. Pourquoi ça a baissé? Quand on disposait du plan de relance, d'un financement, mais Amin Mbacké Thiam, que tu vois, est sorti d'une détection au niveau de Kaolack, très loin de Dakar. Il a été ramené à Dakar, formé à Dakar. C'est à partir d'ici qu'il a qu'il a gagné le championnat du monde. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les autres, Amadou Diaba, Kassé Anne, que tu vois, ainsi de suite. Donc, si actuellement on ne dispose plus de fonds pour encadrer nos jeunes, je dis, c'est normal que ça se déteigne sur les résultats. Il n'y a plus de coopération française, il n'y a plus de plan de relance, il n'y a plus de la bourse olympique. Actuellement, on ne compte que sur le plan stratégique de développement qu'on a déposé au niveau du ministère il y a plus de 2 ans. Actuellement, ils sont en train ici, c'est à l'étude. On n'arrive pas à un financement. Et c'est un plan programme sur 20 ans où on a dit au ministère qu'on est prêt à être évalué à court terme, à moyen terme et à long terme pour que vous voyez qu'on fait des résultats et cela peut nous valoir des résultats sur le plan africain et sur le plan international. Mais si on attend les résultats, on dit qu'on n'a pas de médaille au championnat d'Afrique, il faut former. Et pour former, il faut des moyens. Donc nous sommes la seule fédération à déposer un plan stratégique de développement au niveau du ministère qui est à l'étude. Heureusement, nous avons un ministre qui a une oreille attentive, qui a appelé l'ensemble des directeurs techniques nationaux de tous les sports pour leur dire quels sont les problèmes. Les problèmes sont là. Les problèmes sont là. Les problèmes sont là. Maintenant, il faut des solutions. Il faut des solutions. Il faut des solutions. Il faut des solutions. Voilà. Donc, merci, Elhadj Bara Thiam. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue d'athlétisme de Dakar. Nous vous retrouvons donc dans la deuxième partie version Coach Barma, toujours avec la rédaction de Walf TV. Nous poursuivons toujours cette deuxième partie du journal de 13h avec la revue de la presse nationale. France Télécom fait main basse donc sur Sonatel. Khalifa Sall et ses adjoints font face au ministre du Renouveau urbain pour la bataille pour l'aménagement donc de la place de l'Indépendance. Toujours sur les colonnes de la presse nationale, Rebeuss, un plan ficelé contre Macky Sall. Fils Abdoulaye Baldé et Wade père Malick Gakou. La revue de la presse nationale présentée par Ousmane Sène. Bonjour, France Télécom fait main basse sur Sonatel. Le titre de Walf Quotidien annonce le PA sur le réseau et la menace sur des milliers d'emplois. Et l'État du Sénégal poursuit, mon confrère, assiste les bras croisés au démantèlement du groupe Sonatel par son partenaire stratégique à France Télécom, Orange, qui est en train de s'accaparer du réseau grâce à ses projets d'externalisation. Selon l'intersyndicale des travailleurs de l'entreprise, tout sur le contrat de concession qui prend fin en 2017. C'est dans Walf Quotidien. Dans le populaire, Khalifa Sall et ses adjoints sur le pied de guerre, une bataille pour l'aménagement de la place de l'Indépendance, une chaude nuit à la place de l'Indépendance relatée par le journal Le Populaire. Ils ont démoli des débuts de clôture érigés par le ministre du Renouveau urbain et annoncent des poursuites pour destruction de biens publics. Ils accusent Diène Farba Sarr de se prendre pour un super maire de Dakar. Un vaste rassemblement annoncé pour ce matin sur le site. Un plan ficelé à Rebeuss contre Macky, selon Rewmi Quotidien, qui nous informe
ce matin que le président de l'Union centriste du Sénégal, Abdoulaye Baldé, a rencontré hier Karim Wade à Rebeuss, deux candidats à la présidentielle, selon mon confrère, et qui ont papoté pendant près d'une heure, 59 minutes précisément, pour élaborer un plan pour faire tomber le président Macky Sall en 2017. Sur Karim Wade encore, Grand Place résume les sorties spontanées qui se poursuivent pour demander sa libération. L'avis du groupe de travail de l'ONU, l'OCDI, en phase avec les experts indépendants onusiens. Omar Faye invite Macky Sall à dissoudre la CREI. Le MPS Selal l'appelle à éviter la voie sans issue. Premier entretien entre Karim et Baldé à Rebeuss, confirmé par le journal Grand Place. L'autre entretien entre Wade Père et Malick Gakou, révélé par l'Observateur, qui a percé le pari secret des deux hommes en France. Ce que l'ancien président et le patron du grand parti se sont dit à Versailles et dans le journal L'Observateur, qui fait observer également une prochaine mise en place d'un front plus large de l'opposition. Malick Gakou parle dans le journal. Toutes les questions ont été évoquées et c'est dans l'Obs. Dans Enquête ce matin, c'est tel quel. Omar Sarr, coordinateur du Parti démocratique sénégalais, les menaces grises de Wade, et à la une du journal Enquête, est très peu doué en communication. Le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais est peint par ses détracteurs comme on et solitaire, docteur en informatique, le maire de Dagana est un brillant intellectuel et sa trajectoire, suivie par le journal Enquête, n'est pas des moins riches à lire dans les colonnes du journal Enquête. Le journal Le Quotidien revient ce matin avec Robert Sagna. Sagna ouvre son grand Robert, à en croire mon confrère. J'ai dit au président que je n'étais pas d'accord. Si le petit Peul rejoint Macky, c'est qu'il en espère un avantage. Un petit bout de l'entretien que Robert Sagna a accordé à mes confrères du journal Le Quotidien qui ont abordé beaucoup de questions en page 8 et 9 avec l'ancien maire de Ziguinchor. Direct info directement sur la visite de Macky Sall à Pikine. La venue de Macky Sall divise les apéristes, en croire mon confrère. L'As quotidien, aménagement de la Sonatel, floraison de structures, diverses activités, Kurgorgi, une cité en pleine mutation. Sous la loupe de l'As ce matin, l'Eldorado des laveurs de véhicules, des tenanciers de Gargote et de Tangana, forte concentration de cliniques et d'écoles de formation. Et si récit un consultant en géostratégie et géoéconomie, il faut faire de Kurgorgi une cité exclusive d'affaires. C'est dans l'As quotidien, dans la tribune, prolongation de la lutte antiterroriste. Les RG signalent un avion de cocaïne. C'est à la une du journal, une valeur de près de 175 milliards de CFA. L'appareil est stoppé en Mauritanie. Rapporte encore mon confrère. Libération, la DIC qui interpelle deux djihadistes présumés. Un coup de filet entre Sacré-Cœur 3 et Grand Yoff a permis aux forces de sécurité d'avoir cette forte prise. L'étudiant en économie au Canada, Hassan, vendu par sa mère après sa radicalisation en Tunisie, des pamphlets contre les confréries retrouvées dans sa chambre. Shawin Abdul, son recruteur, lui a envoyé d'importantes sommes d'argent. Un imam d'une mosquée de Liberté 6 interrogé. Atouman S perdu par un virement bancaire, c'est dans Libé. Dans le Soleil ce matin, sécurité alimentaire, plus de 20 milliards de francs CFA seront injectés dans les 3 régions, en croire les confrères du quotidien national Le Soleil. Zoom Info fait zoom ce matin sur ce qu'on a tendance à appeler ici le takoussouf qui fait fureur à Dakar. Mariage fictif ou dissimulé? Point d'interrogation. L'enquête complète dans Zoom Info ce matin. Bonne lecture à tous. Bonne lecture à vous, Ousmane Sène. Il est exactement 13h55. C'est tout pour ce magazine d'information. Merci à la régie. Il y avait Papis Mbaye, Aïssatou Diagne. Aminata Mbaye. Un grand merci également à Ousmane Sène qui a coordonné ce magazine d'information. Restez donc en notre compagnie. La rédaction revient dans moins de 100 minutes. Ce sera pour le journal en version Kocc Barma avec Fatoumata Sey. Je vous retrouve juste après. Ce sera vers les coups de 14h20. Bon appétit si vous êtes à table.